La conférence a pour titre Émergence de la résistance des micro-organismes aux antibiotiques. Un défi pour la préservation de la santé publique, de la santé animale et de la santé de l'environnement. Merci, cher collègue. C'est la parole. Merci, monsieur. Merci, monsieur le président de séance. Et je remercie également l'assistant présente dans la salle et ceux qui sont en ligne. Je vais vous présenter en quelques mots la problématique de l'émergence de la résistance des micro-organismes aux antibiotiques. Et depuis hier, nous avons suivi des communications qui ont abordé ce thème. Donc, cela veut dire que c'est un thème transversal en microbiologie. Je ne vais pas présenter un plan classique comme tout le monde. Je commence par l'introduction. Les bactéries, comme vous le savez, sont des organismes unicellulaires, mais qui sont hautement adaptables au changement de leur environnement. Ces changements peuvent concerner la limitation nutritive parce qu'il peut manquer d'aliments dans l'environnement. Cela peut concerner également le stress environnemental ou la présence d'agents antimicrobiens, ou la question de la résistance à ces agents-là. Donc, l'utilisation des agents antimicrobiens contre les organismes pathogènes concerne aussi bien l'homme que les animaux domestiques et sauvages. Donc, cela concerne essentiellement le traitement, la prévention, mais également l'amélioration de la productivité, surtout en médecine vétérinaire où des aliments sont utilisés, mélangés à, disons, des antibiotiques pour améliorer la productivité. Mais nous avons constaté un usage abusif des antibiotiques depuis les premiers qui ont été découverts et utilisés à but thérapeutique à partir des années 40. Ce qui a engendré donc la résistance antimicrobienne et les antibiotiques, disons les bactéries, les micro-organismes de façon générale, ont élaboré des mécanismes de résistance au gré des nouveaux produits qui sont synthétisés. D'où la nécessité de nouvelles molécules qui s'avèrent donc de plus en plus urgentes. La probabilité de l'inefficacité de ces nouveaux médicaments, à l'absence de modification du mode d'utilisation des antibiotiques, est également importante à considérer. Du moment où certaines bactéries pathogènes sont désormais tellement résistantes qu'aucun traitement n'est envisageable. L'OIE, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, a évalué récemment les systèmes nationaux de santé animale de 130 pays. Et le constat est que plus de 110 n'ont pas encore de législation appropriée pour réglementer l'importation, la fabrication, la distribution et même l'utilisation d'agents antimicrobiens. C'est quand même quelque chose de préoccupant.
Et même là où la législation existe et est appliquée, les antibiotiques continuent de circuler librement, hein, en tant que bien commun, alors que la circulation devrait être réglementée. Et dans de nombreux pays, vous le savez vous-même, nous assistons à la circulation de médicaments contrefaits, hein, que nous appelons souvent les faux médicaments. La résistance aux antimicrobiens est un phénomène très complexe. Et pour aborder ce problème, évidemment, il faut une approche multisectorielle coordonnée. D'où l'approche One Health, qui associe de multiples secteurs qui jouent un rôle dans la santé des êtres humains, des animaux aussi bien terrestres qu'aquatiques, des végétaux, et également les secteurs de production alimentaire, même l'environnement. Donc, le One Health, et nous reviendrons dessus, est quand même une approche qui peut permettre de résoudre ce problème de résistance. Maintenant, qu'est-ce que nous allons avoir comme développement? Donc, nous allons partir de l'historique de l'antibiorésistance. Ensuite, nous aborderons les mécanismes par lesquels disons les bactéries, d'une façon générale, les micro-organismes, arrivent à échapper à l'action des antimicrobiens. Et nous allons terminer par les dispositions à prendre pour faire face à ce problème. D'abord, une clarification conceptuelle, quelques concepts. Qu'est-ce qu'on appelle résistance aux antimicrobiens? Donc, c'est une résistance d'un micro-organisme à un médicament antimicrobien auquel il était jusque-là sensible. Et cela résulte évidemment de l'aptitude de certains micro-organismes, que ce soit des bactéries, des virus, même des parasites, à supporter l'attaque des médicaments antimicrobiens tels que les antibiotiques. Qu'est-ce qu'un antimicrobien, de façon générale? C'est une famille de substances qui tuent. Donc, ça, c'est le caractère microbiocide, ou qui ralentissent, microbiostatiques, la croissance des micro-organismes tels que les bactéries. Donc, on va parler d'activité antimicrobienne, les mycètes, l'activité antimycosique, les virus, l'activité antivirale, et les parasites, activité antiparasitaire. Qu'est-ce qu'un antibiotique? C'est une substance naturelle ou synthétique qui détruit ou qui bloque la croissance des bactéries. Le One Health dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quoi? Quel est ce concept-là? C'est une approche intégrée de la santé qui met l'accent sur les interactions entre les animaux, les humains et les divers environnements dans lesquels ils évoluent. Et c'est un concept qui encourage surtout les collaborations, les synergies, l'enrichissement croisé de tous les secteurs qui interviennent dans le domaine de la santé. Et le but principal, c'est d'améliorer la santé, le bien-être grâce à la prévention des risques et l'atténuation des effets des crises qui proviennent de l'interface entre les humains, les animaux et leur écosystème. Donc, l'une de ces crises que nous vivons actuellement, c'est la pandémie à coronavirus. Maintenant, nous allons aborder la problématique, la question de la découverte des antibiotiques et l'évolution de la consommation de ces antibiotiques. Comme vous le savez, le premier antibiotique qui a été découvert, c'est la pénicilline par l'anglais Alexander Fleming en 1928. Mais immédiatement après, les antibiotiques n'ont pas été utilisés. Donc il y a un certain nombre d'années qui sont écoulées pour travailler un peu sur ces antibiotiques-là. Et c'est à partir du début des années 40 que l'utilisation des antibiotiques a connu un début
d'application. Donc, après la pénicilline, évidemment, il y a quelques autres familles d'antibiotiques qui ont été découvertes entre 1941 et 1950. C'est la streptomycine, le chloramphénicol et les tétracyclines. Ce qui fait que le spectre d'activité des antibiotiques s'est élargi et cela a permis l'amélioration de la lutte contre les pathologies d'origine bactérienne surtout. À partir des années 50, l'utilisation des antibiotiques s'est élargie à la médecine vétérinaire parce qu'au départ, c'était en médecine humaine qu'on utilisait les antibiotiques. Donc, les antibiotiques sont utilisés aussi bien pour le traitement que pour la prévention des maladies. Et les molécules utilisées, c'est les tétracyclines, la streptomycine, le chloramphénicol et les sulfamides chez les animaux d'élevage. Mais il y a un autre effet, en dehors des effets thérapeutiques et préventifs, il y a un autre effet qui a été découvert par Moore et collaborateurs en 1946, surtout avec la sulfamide, les sulfamides et la streptomycine, c'est l'effet promoteur de croissance à faible dose. Et plus tard, ce même effet a été découvert avec les tétracyclines et les antibiotiques polypeptidiques. Donc, ceci a donné une autre dimension à l'usage des anti-infectieux. Donc, l'usage de ces antibiotiques à faible dose dans l'aliment destiné aux animaux d'élevage est devenu progressivement une pratique courante. Mais cet usage-là, chez les animaux, surtout comme additif alimentaire, a suscité des inquiétudes, surtout chez les médecins à partir des années 60, parce qu'ils étaient préoccupés déjà à cette époque par la possibilité de sélection de bactéries résistantes qui seront transmissibles à l'homme. C'est pour cela que déjà dans les années 70 et 80, il y a un certain nombre de pays, un pays européen, un pays américain, qui ont pris des dispositions pour interdire ou pour limiter l'usage des antibiotiques. Et ils ont des antibiotiques qui sont utilisés à but thérapeutique, qu'on ne les utilise pas en tant qu'additifs. Quelles sont les familles d'antibiotiques? C'est un rappel, vous les connaissez. Je ne vais pas m'attarder dessus. Les antibiotiques, de façon générale, sont divisés en familles chimiques qui contiennent plusieurs molécules dont les spectres d'action sont à peu près semblables, mais non identiques évidemment, et les effets indésirables sont assez voisins aussi. Donc, parmi ces antibiotiques, nous avons les inhibiteurs de la synthèse des enveloppes bactériennes. C'est principalement le groupe des bêta-lactamines, avec toutes ces familles-là, pénicilline, carbape, édème, les monobactam, céphalosporine, phosphomycine et autres. Et j'ai pris quelques exemples qu'on peut retrouver dans ce groupe-là, quelques molécules qu'on utilise. Nous avons également les inhibiteurs de la synthèse des protéines, les aminosides, les macrolides, les phénicols, les cyclines et autres. Et vous avez quelques représentants également que j'ai mis là. Ensuite, nous avons les inhibiteurs de la synthèse des acides nucléiques, l'ADN notamment, c'est la quinolone, quinoléine, mupirocine et autres antibiotiques. Donc, quelques représentants de ce groupe. Nous avons aussi les inhibiteurs de la synthèse de l'acide folique, c'est les sulfamides essentiellement, et également des antibiotiques dont les mécanismes sont complexes et ou bien méconnus, c'est les produits nitrés, mais
également les antituberculeux qui sont dans ce groupe. Donc, je vais aborder maintenant le mode d'action. Parce que pour parler de résistance ou chercher d'autres produits antibiotiques, il faut savoir déjà comment les antibiotiques agissent d'une manière générale pour combattre les micro-organismes. Donc, les antibiotiques agissent essentiellement par deux mécanismes. D'abord, une toxicité sélective. Donc, agit sur la synthèse de la paroi bactérienne, sur la membrane cytoplasmique également, sur la synthèse des protéines, sur les acides nucléiques. Donc, ou bien cela peut être par le biais d'une inhibition compétitive. Certains antibiotiques sont des analogues structuraux, donc avec interférence sur une fonction essentielle de la bactérie. Donc, vous avez là une figure qui résume un peu cela. Donc, nous avons des antibiotiques qui sont des inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne, c'est les bêta-lactamines d'une façon générale. Et des antibiotiques qui agissent sur la synthèse de la membrane cytoplasmique, c'est la colimycine par exemple, qui agit sur l'inhibition il y a même ça, donc l'inhibition de la synthèse protéique, les aminosides, les tétracyclines et autres, et qui agissent également sur l'inhibition de la synthèse de l'ADN, c'est les quinolones, et qui agissent par d'autres mécanismes, c'est les sulfamides, la rifampicine, que nous avons vu tout à l'heure comme antibiotiques pour combattre la tuberculose. Quels sont les facteurs qui contribuent à l'émergence et à la propagation de la résistance? Parce que pour combattre également la résistance, il faut connaître ces facteurs. D'abord, il y a la pression de sélection, l'utilisation exagérée des antibiotiques. Donc, cette pression-là, qui est exercée par les agents antimicrobiens, va aboutir à une émergence et à une propagation de la résistance aux antibiotiques. Ensuite, nous aurons la transmission des micro-organismes résistants. Donc, les micro-organismes qui ont acquis cette résistance vont être transmis soit aux animaux, soit à l'homme. Et enfin, nous aurons la suivi des souches bactériennes résistantes qui seront donc présentes dans la population bactérienne concernée. Un autre mécanisme, c'est l'usage inapproprié d'antibiotiques. Tout le monde le sait. Si on a un petit mal, on va rapidement s'acheter des antibiotiques à la pharmacie sans ordonnance. Bon. Donc, cet usage abusif des antibiotiques ou leur utilisation inadéquate, donc c'est d'abord l'automédication, comme je l'ai dit. Chacun achète les antibiotiques sans ordonnance, surtout dans les pays en voie de développement, parce que c'est plus réglementé dans les pays développés. L'utilisation abusive, évidemment. Donc, il y a des citoyens qui aiment prendre les médicaments, même s'ils ne sont pas malades. Le non-respect de la posologie ou bien de la durée du traitement également. Et évidemment, il y a les antibiotiques contrefaits, les faux médicaments, que tout le monde sait. Un autre mécanisme, c'est l'utilisation d'antimicrobiens dans le secteur agroalimentaire. Donc, cela conduit à la libération de souches résistantes aux antibiotiques dans les excréments des animaux qui sont traités. Et donc, une contamination de l'environnement. Le transfert peut se faire également par le biais de contacts directs à partir des animaux. Donc, les animaux qui portent ces micro-organismes peuvent les transmettre directement à l'homme au moyen de l'eau, ou bien même de façon indirecte, au moyen de la nourriture. Il y a également l'utilisation d'antiseptiques et de désinfectants que nous utilisons quotidiennement
Donc, les antibactériens sont présents par exemple, dans les pâtes dentifrices ou bien sont incorporés dans de nombreux produits ménagers, hein, d'entretien ménager que nous utilisons, ou bien des antibiotiques à usage topique, hein, comme pommade, en tout cas, que nous utilisons pour traiter certaines affections de la peau. Tout cela engendre une pression sélective, évidemment, des souches résistantes, et on peut avoir même une résistance croisée à l'égard d'autres antimicrobiens. Nous aboutissons progressivement au développement de la résistance à grande échelle. Comment ça se fait? Donc, lorsque les micro-organismes sont exposés aux antibiotiques, il y a une sélection des bactéries résistantes qui survient. Ensuite, la flore sensible est progressivement supprimée, hein, pour laisser place à la flore résistante. Et nous avons par la suite une résistance aux antibiotiques à grande échelle, si on ne fait rien. L'origine génétique de la résistance et ses modalités de transfert génétique. Je vais aborder cette problématique rapidement aussi. Nous avons une résistance naturelle qu'on appelle intrinsèque et évidemment une résistance acquise. Pour ce qui concerne la résistance naturelle, d'une façon générale, les gènes de résistance font partie du patrimoine génétique de chaque bactérie. Ça, c'est clair. Et la résistance naturelle, c'est un caractère qui est présent au sein d'une espèce. Ce n'est pas toutes les espèces qui ont cette résistance naturelle vis-à-vis de tous les antibiotiques, évidemment. Et ceci indépendamment de la souche. Et c'est cette résistance naturelle qui est détectée lors des premières études qui visent à déterminer le spectre d'activité d'un antibiotique. Parce que lorsque on découvre un antibiotique, il faut savoir quand même sur quel germe cet antibiotique est efficace. Donc, on arrive à savoir que l'antibiotique n'est pas efficace sur tel germe, parce que ces germes-là sont naturellement résistants à cet antibiotique dès le départ déjà. Donc, les facteurs qui peuvent justifier la résistance naturelle, c'est l'inaccessibilité pour l'antibiotique. Donc, l'antibiotique n'arrive pas à accéder aux sites d'action qui peuvent lui permettre de détruire la bactérie. Ou bien, l'antibiotique a une faible affinité, hein, pour ce site où il y a l'absence de cible. Il n'y a pas de cible sur la bactérie, de cible sur laquelle l'antibiotique peut agir. Donc, comme exemple, hein, par exemple, les bactéries Gram- sont naturellement résistantes à la vancomycine. Les entérobactéries, le Pseudomonas également, sont naturellement résistants aux macrolides. Et donc, inutile de vouloir utiliser ces produits ou des traitements dans lesquels ces germes sont appliqués, sont impliqués. Les résistances acquises. Donc, ces résistances-là peuvent être engendrées à la suite de mutations au niveau chromosomique. Donc, ces gènes de résistance dans le chromosome des bactéries concernent à peu près 10 à 20% des bactéries. Et cela affecte un seul caractère. Et cela engendre aussi la résistance d'un seul antibiotique, ou bien une famille d'antibiotiques. Donc, ce n'est pas généralement la résistance contre plusieurs antibiotiques. Pour prévenir ce type de mutation, il est préconisé d'associer 2 ou plusieurs antibiotiques pour traiter. Évidemment, on ne peut pas toujours le faire, hein, puisqu'il y a les coûts. Un exemple, c'est la résistance à la rifampicine, donc qui nous donne, qui résout souvent de ce genre de mutation. Donc, par rapport à la résistance acquise, nous allons voir 3 mécanismes rapidement. Il y a ce qu'on appelle la transformation. Donc, la transformation,
c'est une bactérie. Généralement, les bactéries qui sont déjà résistantes, mais qui meurent, par exemple, peuvent libérer à l'extérieur leur patrimoine génétique avec des gènes de résistance. Ces gènes peuvent être incorporés dans d'autres bactéries et dans le matériel génétique d'autres bactéries qui vont acquérir donc la résistance par ce biais-là. Un exemple, c'est certains gonocoques qui sont résistants à la pénicilline, donc ont acquis leur résistance par ce biais. Le deuxième mécanisme, c'est la transduction. Donc la transduction fait intervenir un bactériophage, donc, qui sont des virus, les bactériophages, des virus qui parasitent à peu près les bactéries. Donc, ces bactériophages peuvent acquérir des gènes de résistance. Une fois qu'ils sont dans la bactérie, ensuite être libérés et aller injecter ces gènes-là dans d'autres bactéries. Donc, c'est ce que nous appelons la transduction. Donc, ce type de transfert se fait essentiellement au sein d'une même espèce bactérienne. Les plasmides sont souvent transférés par ce mécanisme de conjugaison. Nous allons voir ça plutôt ici. Donc, la conjugaison, vous voyez, c'est deux bactéries qui, disons, il y a une bactérie donneuse ou donatrice et une bactérie qui est dite réceptrice. Donc, pour que ce mécanisme soit efficace, il faut un contact entre les deux bactéries. Et c'est souvent les plasmides qui sont impliqués dans les échanges de gènes. Mais d'une manière générale, les bactéries qui acquièrent la résistance par ce procédé peuvent redevenir sensibles si elles n'ont pas été exposées aux antibiotiques concernés. Quels sont les mécanismes de résistance aux antibiotiques? Donc, nous allons voir rapidement également ces mécanismes. C'est par l'inhibition enzymatique que les bactéries acquièrent la résistance. Donc, le micro-organisme va produire une enzyme qui va détruire ou bien inactiver l'antibiotique. Donc, cette production peut être le fait d'un facteur externe, donc d'un autre antibiotique, ou bien peut être constante. C'est le cas, par exemple, de la production des bêta-lactamases et d'autres enzymes. Donc, les bêta-lactamases, c'est des enzymes, évidemment, qui sont produites par les bactéries et qui peuvent être transmises par des chromosomes, des plasmides. Donc, c'est un mécanisme très efficace qui inhibe rapidement les lactamines par destruction du lien amide. Cette résistance est évidemment très importante à considérer parce que, et c'est également inquiétant dans la mesure où les bêta-lactamines, vous voyez que c'est une très grande classe, une grande famille, sont des antibiotiques les plus prescrits au monde. Donc, si ces antibiotiques, les bactéries deviennent résistantes vis-à-vis de ces antibiotiques, c'est quand même assez dangereux. Parmi les grammes plus qui sont concernés, il y a Staphylococcus aureus, par exemple, les entérocoques. C'est les disons, sont les micro-organismes pathogènes qui sont les plus susceptibles. Donc, de produire ces bêta-lactamases-là, qui vont être transmis par les plasmides et vont hydrolyser donc les pénicillines et les céphalosporines. Parmi les grammes moins, bon, d'une façon générale, vous avez les entérobactéries qui sont concernées. En dehors des bêta-lactamases et des carbaphénimases, vous avez d'autres enzymes qui sont produits, donc les aminoglycosides acétyltransférases, par exemple, donc, qui inactivent les aminosides. Vous avez l'érythromycine estérase, donc, qui va détruire l'érythromycine, le chloramphénicol acétyltransférase, donc, qui va également détruire le chloramphénicol. Les antibiotiques, donc en dehors de la production d'enzymes,
peuvent intervenir également par l'altération des sites de liaison. Donc, l'altération, par exemple, des protéines de liaison pénicilline. Et ceci réduit l'affinité de la cible PLP pour les bêta-lactamines. Les mécanismes de résistance, donc ce mécanisme est important pour les cocci-Gram+, comme Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, mais un peu rare quand même chez les Gram-, sauf Neisseria. Les antibiotiques peuvent agir aussi par altération des sites de liaison ribosomaux. Donc, c'est l'altération d'une sous-unité, hein, parce que généralement, les antibiotiques agissent sur des sous-unités ribosomaux au niveau du cytoplasme. Donc, c'est en agissant sur ces sous-unités. Donc, cela engendre l'atténuation des effets antibactériens des macrolides, par exemple, des aminosides ou du chloramphénicol. Il y a également l'altération de certains enzymes, l'ADN giral, topoisomérase également. Donc, on a des mutations qui vont concerner ces enzymes-là et cela engendre la résistance aux quinolones surtout. Il y a l'altération également des précurseurs cibles de la paroi bactérienne. Donc, cela va induire, disons, cette altération est induite par l'utilisation de la vancomycine. Donc, c'est la résistance à la vancomycine qui est concernée ici. Nous avons également l'altération d'autres enzymes cibles, donc les plasmides qui génèrent des enzymes résistantes. Et ces résistantes-là, c'est envers les bactéries Gram-, disons des bactéries Gram- envers les surfamilles. Nous avons un autre mécanisme qui concerne des pompes, hein, le mécanisme de transport cellulaire, hein, les pompes à efflux. Lorsqu'on expose, disons, les bactéries aux antibiotiques, il y a une surexpression par mutation des transporteurs membranaires. Et cela aboutit finalement au pompage actif de l'antibiotique. Donc, même si l'antibiotique est utilisé et pénètre dans la bactérie, cet antibiotique va être évacué par un mécanisme de transport actif et donc va être inefficace par ce biais. La ciprofloxacine, par exemple, est concernée par cela. Je vais aller maintenant. La dernière partie de mon exposé, c'est la lutte contre la résistance, parce que nous avons vu quels sont les mécanismes que les germes utilisent pour acquérir la résistance, quels sont les dangers aussi. Donc, avant d'aborder la lutte, pourquoi lutter d'abord? Par rapport aux animaux, la résistance augmentera les flambées de maladies infectieuses, hein, si on ne fait rien, va ralentir la production du bétail et va perturber également le commerce international s'il y a des flambées épizootiques. Il y a des projections qui ont été faites récemment qui montrent que d'ici 2050, la production animale mondiale chuterait de 3 à 8% chaque année, entraînant ainsi la baisse du produit intérieur brut mondial de 1,1 à 3,8%. Et ces chutes vont concerner surtout les pays à faible revenu comme les nôtres, avec une augmentation de 6,2 à 18,7 millions de personnes extrêmement pauvres d'ici 2030. Vous voyez le danger qui nous guette si on ne fait pas, si on ne mène pas des luttes pour résoudre ce problème. Ah, c'est bloqué, je sais pas. Okay. Également, par rapport à l'homme, le coût de la résistance aux antimicrobiens est considérable quand même pour l'économie.
nous avons des décès, mais également des incapacités. La durée est plus longue hein, pour traiter certaines maladies, des séjours prolongés à l'hôpital, le besoin de recourir à des médicaments de plus en plus onéreux et cela a des incidences évidemment financières sur les patients. Et sans antibiotiques et sans antimicrobiens efficaces, le succès de la médecine moderne dans le traitement des infections, même les actes chirurgicaux, donc sera mis en péril. En 2019, l'OMS a recensé par exemple 32 antibiotiques en développement clinique à travers le monde et seulement 6 ont été classés comme novateurs. Vous voyez que c'est quand même assez peu. Le manque d'accès à des antimicrobiens de qualité reste également un grave sujet de préoccupation. Et nous allons assister de plus en plus à une pénurie d'antibiotiques qui va toucher tous les pays. Ce n'est pas seulement les pays pauvres qui sont concernés. Maintenant, comment lutter contre cette résistance? Évidemment, cela doit se faire au niveau mondial, parce que c'est un problème mondial. C'est pour cela que l'OMS a pris les devants en mettant en place un plan d'action mondial qui a été adopté en 2015 au cours de l'Assemblée mondiale de la santé. Et ce plan a été approuvé aussi par la FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE. L'OMS travaille également avec l'OIE et la FAO pour développer le concept un monde, une santé, One Health en général, pour promouvoir les meilleures pratiques et généraliser ces meilleures pratiques-là. Il y a un secrétariat tripartite qui a été mis en place et qui est hébergé par l'OMS pour favoriser la mobilisation multisectorielle contre cette résistance aux antimicrobiens. L'OMS a également mis en place le système mondial de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens qui a été lancé en 2015. Et ceci permettra progressivement d'incorporer des données de la résistance parce que dans chaque pays, les travaux disons les données sur cette résistance sont rares. Il y a peu de pays qui font des travaux et qui ont des données fiables sur la résistance aux antimicrobiens. Donc, c'est pour cela que l'OMS a mis en place ce mécanisme pour que dans chaque pays, il y ait quand même un travail qui se fera sur la collecte des données. Pour orienter également la recherche-développement vers les nouveaux antimicrobiens, les produits diagnostiques et même les vaccins, l'OMS a également mis en place en 2017 la liste des agents pathogènes prioritaires et cette liste sera actualisée en 2022. Il y a un partenariat mondial sur la recherche-développement en matière d'antibiotiques également. Et d'ici à 2025, c'est un partenariat public-privé qui va proposer 5 nouveaux traitements. Maintenant, au niveau de chaque pays, il faut envisager l'approche One Health. C'est un nouveau concept, bon, c'est à la mode, mais il faut quand même mettre cela en pratique. Ce n'est pas souvent évident dans nos pays, parce que le One Health, au moins, permet d'intégrer les questions sanitaires et socio-économiques liées à l'homme, aux animaux, à l'environnement. Donc, c'est une approche multisectorielle. Et l'Alliance tripartite, OMS, FAO et OIE, recommande d'utiliser cette approche, surtout dans la mise en place du dispositif de surveillance de l'antibiorésistance. Comme je l'ai dit, chaque pays devrait avoir un mécanisme de surveillance, parce que l'antibiorésistance n'est pas la même dans tous les pays. Donc, ça varie d'un pays à l'autre. Il faut que chaque pays connaisse son statut réel. Quelques autres mesures qui sont préconisées, c'est la mise en place de réseaux de surveillance intégrés qui visent à suivre l'emploi des antibiotiques, non seulement chez l'homme, mais également en élevage, en aquaculture aussi, mais en agriculture également.
améliorer le respect des standards d'utilisation des antibiotiques, ce qui n'est pas facile dans nos pays, ça il faut le dire. Donc, il faut vraiment des efforts à ce niveau-là, grâce à une plus grande sensibilisation des utilisateurs. C'est un problème individuel aussi. Comme je l'ai dit, chacun se lève, va acheter des antibiotiques, va les consommer. Donc, c'est un problème individuel. Il faut que chaque citoyen soit sensibilisé à avoir un comportement rationnel vis-à-vis des antibiotiques. Il faut également que chaque pays s'engage en faveur d'un plan national complet, doté surtout de financement. Parce que généralement, on élabore des programmes, des projets, mais s'il n'y a pas de financement, on ne peut pas aller loin. Renforcer également la surveillance et les capacités des laboratoires. Ça, c'est important parce que pour détecter ces phénomènes d'antibiorésistance, il faut des laboratoires également assez bien équipés. Assurer un accès ininterrompu à des médicaments essentiels de qualité garantie aussi. Donc, les faux médicaments qui circulent, il faut vraiment avoir des mécanismes pour les éradiquer. Donc, c'est cela essentiellement. Et les dernières mesures, c'est réglementer et promouvoir un usage rationnel des médicaments. Même dans l'élevage, c'est dans l'élevage que le problème est également criard. Veiller à ce que les soins appropriés soient dispensés aux patients. Réduire l'utilisation des antimicrobiens, surtout chez les animaux destinés à la consommation humaine. Améliorer la lutte contre les infections et promouvoir l'innovation et la recherche et développement pour mettre au point de nouveaux outils. Donc voilà à peu près quelques mesures. Hein. Ça, c'est des mesures dont les grandes lignes sont retracées ici. Donc voilà, nous allons conclure juste en un seul mot. Cette résistance antimicrobienne, comme vous l'avez vu, c'est un phénomène complexe qui requiert quand même des mesures urgentes, qui vise une collaboration multisectorielle avec l'approche One Health. Donc, il faut également intensifier l'innovation, les investissements dans la recherche opérationnelle, dans la recherche et développement de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, des outils de diagnostic aussi, prendre des dispositions pour limiter l'émergence de la résistance des micro-organismes aux antimicrobiens. Donc, tout le monde doit être impliqué dans ces dispositions qui permettront donc de lutter contre ces mécanismes de résistance. Voilà. Merci de votre attention. Cet exposé intéressant et didactique. Alors, on a beaucoup de retard par rapport à la session d'hier. On prendra peut-être parce qu'on a 3 questions. Après dans la salle, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci. Abadé? Ou quoi? Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Monsieur Mawab, c'est ça? Monsieur Pelleté? Monsieur Pelleté? Des questions en ligne? Personne, alors. Monsieur Sylvain Abadé. Je voudrais remercier le professeur pour sa présentation qui était très claire. Merci beaucoup, professeur. J'ai juste une question. Est-ce qu'au Bénin, à votre connaissance, on a déjà un plan de surveillance de résistance aux antibiotiques? Et sinon, au cas où on n'aurait pas ça encore, et quelles sont les actions concrètes que vous pouvez suggérer pour qu'on puisse mettre en place un tel plan de surveillance? Merci beaucoup. Merci, professeur, pour votre présentation. En tant qu'acteur de la santé animale, nous savons que
bon, nos pharmacies vétérinaires, contrairement aux pharmacies humaines, sont beaucoup plus tenues par les auxiliaires vétérinaires. Et donc, contrairement à la prescription d'ordonnances pour l'achat des antibiotiques en pharmacie humaine, les antibiotiques sont souvent achetés par les éleveurs eux-mêmes directement dans les pharmacies vétérinaires. Alors, qu'est-ce que vous pensez conseiller pour une mise en place d'une politique de contrôle de la résistance aux antimicrobiens? Et aussi, face à l'élevage, puisque la résistance aux antimicrobiens peut être acquise donc par la consommation des produits animaux. Quand nous prenons l'exemple donc des œufs de table, où les éleveurs peuvent traiter les aliments en cours de production avec des antibiotiques. Alors, face à la rentabilité économique de la production, au détriment donc de la suppression de cette production face au traitement donc avec des antibiotiques et la question de résistance aux antimicrobiens, que peut-on choisir? Parce que là, les éleveurs ont investi, ils doivent éliminer sans un support du gouvernement. Que faut-il faire? Merci pour votre attention. Merci. On peut répondre aux bonnes questions dans la salle. Il n'y en a plus? En ligne, il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non? Professeur Hugo, vous pouvez y aller. Ok. Merci aux participants qui ont posé des questions. Merci également aux autres qui sont en ligne avec nous ce matin. Donc, la première question concerne le plan de surveillance de ces résistances-là. Bon, évidemment, le Bénin est membre de l'OMS et c'est sûr que notre ministère de la Santé du Bénin est informé par rapport à ce plan qui doit être mis en place par tous les pays. Je n'ai pas d'informations sur le niveau de mise en place de ce plan, mais ce qui est certain, il faut qu'on en arrive là si on veut vraiment lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Donc, par rapport aux relations qu'il faut suggérer, c'est également de mettre en place cette concertation multisectorielle que le One Health, parce qu'on ne peut pas aborder cette question, disons, en médecine humaine seulement. Comme vous l'avez vu, en médecine vétérinaire, le problème se pose avec acuité. Donc, il faut une concertation, la mise en place du One Health, il faut aller là pour que les mesures concertées soient prises et c'est ça qui peut être efficace. Donc, la surveillance aussi bien chez l'homme, chez les animaux, même les animaux aquatiques, et l'environnement aussi. Bon, par rapport à la question des pharmacies vétérinaires, bon, évidemment, contrairement à la médecine humaine, parce qu'en médecine humaine, les choses sont bien séparées. Donc, le médecin est différent du pharmacien. Et les deux corps sont différents. Mais en médecine vétérinaire, le vétérinaire est à la fois médecin des animaux et pharmacien. Oui, c'est ça. Il y a un mélange à ce niveau. Mais le problème qui se pose, est-ce que nous avons suffisamment d'agents de santé qui peuvent encadrer les éleveurs? C'est ça aussi le problème. Vous avez dans une commune peut-être 1 ou 2 agents. Donc, les éleveurs peuvent recourir d'abord aux médicaments contrefaits, mais même s'ils vont dans les pharmacies vétérinaires, les cabinets qui tiennent des pharmacies, également, ce n'est pas l'agent de santé lui-même qui traite souvent ces animaux-là. Donc, ça veut dire que peut-être que la dose ne sera pas respectée, le délai, la durée de traitement ne sera pas respectée, etc. Donc, c'est vraiment un problème très criard dans nos pays à cause du manque d'encadrement. L'encadrement, surtout
médecine vétérinaire est défaillant et cela veut dire que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre à ce niveau. Par rapport à la question donc choisie entre la rentabilité, parce que les éleveurs, il y a un délai d'attente normalement lorsqu'on traite les animaux, il y a un délai d'attente avant de livrer les produits animaux aux consommateurs. Et ces délais-là ne sont pas souvent respectés, comme vous l'avez vu. Mais c'est également un problème d'encadrement et également de surveillance. Ça, c'est le rôle de l'État, hein, les agents de l'État, c'est à eux de veiller à ce que les normes soient respectées et de contrôler aussi. Parce que si on contrôle et s'il y a des contrôles par exemple qui se font, il peut y avoir des sanctions et cela peut amener les éleveurs à respecter les normes. Donc voilà, d'une manière générale, ce que je peux dire. Comme nous sommes pressés par le temps, peut-être ceux qui veulent avoir des informations complémentaires sont toujours là. Merci.